Voici l'épisode 264, nous sommes le 25 juin 2020, c'est l'heure d'écouter les technos. Au menu de notre melting pot technologique hebdomadaire, beaucoup d'images, qu'elles soient produites par Canon ou Panasonic ou encore transformées par une intelligence artificielle. Nos chroniqueurs vous parleront également de processeurs ARM sous différentes formes, drones, 5G, streaming, autonomie sont les autres mots-clés de cet épisode. N'hésitez pas à réagir, à partager ou commenter cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Déjà 264e épisode, le dernier de la saison, mais vous le savez, la saison va se prolonger durant tout l'été. C'est en tout cas ce qu'on s'est fixé comme objectif avec le restant de l'équipe, dont ces deux-ci. D'un côté Benoît, salut Benoît, et de l'autre côté Aurélien, salut Aurélien. On s'est fixé pour objectif, effectivement, d'encore essayer de vous informer durant l'été, même si on le sait, il y a moins d'informations technologiques, mais on va vous trouver des trucs à dire. Ce seront des épisodes un petit peu allégés, sans doute plus court, et puis alterner avec quelques hors-série. Ça commencera d'ailleurs la semaine prochaine, je peux déjà vous le dire, avec un hors-série. Ce sera un invité, une interview que vous découvrirez donc jeudi prochain. Ça va bien les garçons, tout se passe bien? Pas trop la chaleur, tout ça, parce qu'il fait chaud. Là maintenant, ça y est. C'est un jour de chaleur, canicule, tout le monde se plaint. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, on a pris l'habitude de ça. C'est un petit peu normal. Ça va aller mieux dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Ah oui, remercier évidemment ceux qui nous ont laissé les commentaires. Ça et là, je dis ça et là, parce que ça peut être sur YouTube en commentaire ou alors sur notre site lestechno.be. On remercie donc Alimoun, Jean-Michel Rému, Éric Bourdin, Sombre Papa, Aferneo, Pierre Laure, 626, Raphaël Vinet, JVG, Mario Romalo, Nicolas Saint-Lay, Aziz Mazika, ainsi que ceux justement qui nous ont laissé des commentaires sur notre site lestechno.be, Général Magic Fan, Battant, Karine, Renault Android, ainsi que Primo. Il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière, ça devient une tradition, c'est comme ça que ça démarre, ça fait 3-4 semaines maintenant qu'on vous pose une question, en rapport souvent avec le numéro de l'épisode, mais pas toujours. La semaine dernière, c'était Sébastien qui nous avait demandé pourquoi l'épisode 263, le chiffre 263, était un nombre d'Eisenstein premier. Personne évidemment n'a donné la bonne réponse parce que voilà, on a demandé de ne pas aller sur Wikipédia, donc voilà. Et qui d'entre vous, Benoît ou Aurélien, peut expliquer? Aurélien lève le doigt très scolairement, donc on va lui donner la parole sans aucune difficulté pour nous expliquer ce qu'est le nombre ou les nombres d'Eisenstein premier. Oui, je remercie beaucoup Sébastien de m'avoir instruit, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un nombre d'Eisenstein premier. Alors on va y aller par étapes. Un nombre premier, c'est facile, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1. Facile. Donc 263 est un nombre d'Eisenstein puisqu'il n'est pas divisible par un autre nombre que 1. Premier. Premier. Oui. Donc il aurait pu dire que c'était un nombre premier, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'était un nombre d'Eisenstein il m'avait dit, premier. en off, il m'avait dit, ça c'est trop simple. Donc les nombres d'Eisenstein premier, c'est un sous-ensemble des nombres premiers, donc, puisque un nombre d'Eisenstein, c'est un nombre qui s'exprime sous la forme A plus B oméga, oméga étant la racine cubique de l'unité. Alors, vous connaissez les nombres entiers, réels, vous connaissez... Enfin, les nombres entiers, vous connaissez les nombres complexes, A plus IB, et ben c'est la même chose, sauf que c'est en dimension 3. D'accord. Et donc, dans ce repère-là, 263 est un nombre d'Eisenstein premier, puisqu'il n'est divisible que par les 6 unités qui sont 1, moins 1, oméga, moins oméga, et oméga carré, et moins oméga carré. D'accord. Voilà. Et ben, moi, je relance la balle à monsieur Sébastien. Je voudrais d'abord avoir la réaction de Benoît. Benoît, je te sens perdu. J'ai un peu mal la tête, là, brusquement, je ne sais pas ce qui m'arrive. Cette séquence vous est proposée par Dafalgan, c'est notre seul support. Je pense que tu nous as trouvé un autre nombre, parce que 264, oui. c'est l'épisode 264, en rapport avec le 264, tu nous as trouvé un autre nombre. Oui, c'est un nombre d'Arshad.
Voilà. D'accord. En quoi H-A-R-S-H-A-D. C'est pour Donc, Sébastien, tu nous expliqueras ça. En quoi? Et là, vous allez avoir le temps, parce que comme on va passer d'une semaine sur deux, donc vous avez 2 semaines pour y réfléchir. On vous fait confiance, évidemment. Vous n'allez pas sur Internet, jamais, pour avoir la réponse. En quoi le 264 est un nombre d'Arshad? Voilà la question. Et là, on est plutôt, d'après ce que je sais... Donc d'après ce que j'ai lu, en gros, dans ce qu'on appelle les mathématiques récréatives. Ça sert pas à grand chose, un nombre d'Arshad, mais quoi qu'il. Eisenstein non plus. Hein. C'est vrai. Mais c'était pas marqué. autant le dire aussi. Bon, ben voilà, ça je peux fermer cette page-là, on est tranquille, hein, ça va énerver tout le monde, et on va passer, si vous le voulez bien, à notre abécédaire. Hein. C'était l'événement technologique de la semaine, j'ai envie de dire. C'était la keynote d'ouverture du WWDC d'Apple, traditionnellement. C'est quelque chose qui se passe en public, avec du monde, avec des applaudissements, avec des gens qui sont « wow, amazing », machin, etc. Là, c'était un truc enregistré. Il paraît, moi, je ne l'ai pas regardé, je suis tout à fait honnête, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. D'après ceux qui l'ont observé, qui ont regardé cette keynote, très particulière du coup, puisque c'était un espèce de long montage très visuel, etc., c'est que ça allait à l'essentiel, ça traçait sa route, et que c'était plutôt agréable à regarder. Benoît, tu as retenu une information, l'information qu'on a presque envie de dire principale. S'il y en a d'autres qui reviennent sur le coin de la table, on les remettra évidemment dans les épisodes prochains, mais c'était effectivement quelque chose qui courait depuis quelques temps maintenant, on en parlait, c'était le changement de processeur dans les machines, dans les Mac chez Apple. Voilà, Steve aurait dit One More Thing. Oui. Ils nous ont emmenés dans le labo secret d'Apple. Parce qu'effectivement, je dois dire que je l'ai regardé pas complètement à la keynote, mais j'ai envie de la regarder complètement maintenant que j'en ai regardé un bout. Le lendemain de l'annonce, j'ai regardé la partie consacrée au Mac. Et c'est vrai que c'était bien fait. Ça faisait longtemps que j'avais plus regardé une keynote. Elle était bien faite, elle était agréable à regarder, comme tu le dis. Ça nous change un peu de la keynote classique, qui est devenue très classique et où à chaque fois qu'on la regarde, on se dit bah c'est pas Steve quand même. Ici, quelque part, ils ont trouvé un autre style. C'était avec comme ça un ping-pong entre les intervenants. C'était un peu d'humour. Là, pour l'annonce de l'arme, ils ont dit voilà, je vous emmène dans un lieu secret et puis tu as une espèce de volant drone qui après te fait plonger dans une fontaine et puis tu passes dans un couloir et puis tu arrives dans le laboratoire secret au fond d'Apple. Donc voilà, c'était un petit peu des petites notes d'humour, mais ça faisait une transition assez agréable à regarder. Et donc l'annonce, effectivement, qui n'est pas une surprise, hein, puisque ça avait été largement inventé à l'avance, Apple va, pour la 3e fois de son histoire, basculer sur une nouvelle architecture matérielle, puisqu'après être passé des Motorola au PowerPC et des PowerPC aux Intel, maintenant on va passer aux puces Apple elles-mêmes. Donc c'est les mêmes puces qu'Apple utilise pour ses téléphones, pour ses iPads, et ça va être décliné dans une version pour les machines de bureau. Donc c'est des puces ARM, donc le fabricant rappelle le principe. Hein. ARM, c'est une boîte qui ne fabrique pas de puces elle-même, mais qui conçoit des modèles de puces qui sont ensuite repris par des fabricants, soit tels quels, soit modifiés, adaptés, améliorés sur certains points, pour les spécialiser sur certains aspects. C'est une architecture. C'est large d'ailleurs. Hein. C'est une architecture de puces, effectivement. Et ça fait longtemps que ce sont les puces principales utilisées sur les téléphones. Il y a un bail déjà, Apple s'est mis à fabriquer ses propres puces pour optimiser le rapport entre la puissance consommée et la puissance délivrée en termes de puissance de calcul, évidemment. Ils ont fait des progrès qui sont quand même assez spectaculaires et donc maintenant ils veulent amener ça sur les plateformes desktop. Alors, il y a eu une assez longue annonce parce que la WWDC, c'est la conférence à destination des développeurs, parce qu'évidemment, un changement de ce type-là, c'est pas quelque chose où on arrive avec les machines. Il faut avoir prévenu les développeurs à l'avance, qu'ils aient le temps de porter leurs applications, parce que c'est les applications qui font aussi le succès de la plateforme. Et donc, l'idée, c'était de présenter le changement aux développeurs. Sur la suite de la WWDC, il va y avoir un certain nombre de sessions dans lequel on va rentrer dans des détails plus techniques. Et c'est également la possibilité pour les développeurs de prendre une machine déjà équipée
de façon amusante, pas avec la dernière génération de la puce visiblement, mais une génération un petit peu précédente, la version qui équipait les iPhones de l'an passé, à ramener chez eux comme un petit Mac mini, qui va leur permettre en fait de compiler leur programme et surtout de vérifier que ça fonctionne correctement. Il y a plein de choses à en dire. Il y a une des trucs que moi j'ai trouvé très amusant, c'est que sur ces machines, quand on les reçoit, elles sont la propriété d'Apple, donc il faut les retourner après, et il est interdit de faire tourner un benchmark. D'accord. On n'a pas le droit de faire tourner un benchmark parce que c'est une machine qui n'est pas considérée comme étant une machine d'utilisation réelle. C'est une machine vraiment pour permettre un passage technique. Alors, il y a plein de choses à dire. Les quelques points qui me paraissent être les plus importants, si on se dit évidemment, ok, de quel logiciel je vais pouvoir disposer, il va y avoir tous les logiciels qui vont être recompilés, les logiciels Mac qui vont être recompilés pour la nouvelle architecture. Donc là, Apple ressort ce qu'ils avaient sorti lors du passage du PowerPC à l'Intel, c'est-à-dire les exécutables universels, une nouvelle version des exécutables universels, où le développeur va pouvoir publier son logiciel à la fois pour Intel et pour le processeur ARM. Et donc, il aura le choix, quand le logiciel va se lancer, s'il est sur une machine qui est avec le silicone Apple, il va se lancer dans la version adaptée. S'il est sur une machine Intel, il va se lancer dans la version adaptée. Et on suppose que, comme à l'époque, on va avoir au lancement les grands développeurs qui auront équipé. Petit à petit, le reste du monde va faire la bascule. Et puis, au bout d'un temps, on commencera à laisser tomber les Intel et on n'aura plus que la nouvelle architecture qui sera supportée. Ce temps, tu peux le quantifier? Tu as déjà vécu un changement de processeur, il me semble, ça prend du temps? Je ne serais bien incapable. Ça prend quelques années. Quand même. Parce que de toute façon, Apple pense en tout cas, a annoncé avoir fini le renouvellement de sa gamme matérielle dans 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans au moins, il faudra supporter les machines Intel. Et je pense qu'on va avoir encore certainement 2 années de compatibilité après des éditeurs de logiciels. Après, ça dépend vraiment de l'éditeur de logiciels. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'au début, ça coûte pas cher de faire le portage. Parce que ce qu'on fait, c'est que c'est une des autres choses qui a été annoncée, l'outil de développement qu'Apple propose, l'outil Xcode. Si on a une application qui est correctement écrite, qui ne fait pas des choses très très spécialisées, donc la plupart des applications en fait, parce qu'il y a peu d'applications qui font des choses qui sont vraiment très très bas niveau, qui sont vraiment impacté par le choix de la puce comme ça. En gros, c'est je coche une option, je recompile, je fais un peu de test, en quelques jours, j'ai fait la conversion. Et donc, tant que c'est comme ça, c'est pas un problème. Où ça commence à devenir un problème, c'est quand on va arriver dans 4 ans, dans 5 ans, où les développeurs se diront, oui, mais attends, si je dois du coup tester sur des machines Intel, donc il faut avoir gardé une machine Intel, ça double la quantité de tests, et c'est là où on commence à se dire, ok, là, il y a des coûts. La clientèle n'étant plus là, on laisse tomber petit à petit, quoi. Oui. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect intéressant, c'est quid du support Windows, puisqu'aujourd'hui sur un Mac on peut démarrer en bootcamp si on est un peu suicidaire ou de mauvaise, enfin si on est un peu maso, si on n'est pas bien, on peut démarrer son Mac en bootcamp. Ça semble que ça va pas être supporté. Non. Pour une raison assez logique, Windows le Windows que la plupart des gens utilisent ne fonctionne pas sur l'architecture ARM. Il existe une version de Windows pour l'architecture ARM, qui notamment peut être déployée sur un Raspberry Pi apparemment, mais il y a des problèmes de licence, il n'est pas très simple à acquérir, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. Par contre, Apple remet en avant sa solution de virtualisation. Donc, par exemple, pour faire tourner des Linux, qui là sont largement disponibles, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Oui. Ils ont d'ailleurs démontré une version parallèle, donc qui est un outil de virtualisation qui faisait tourner un desktop Linux sans difficulté. D'après ce que je lisais, d'ailleurs, pour Windows également, la machine virtuelle risque d'être la solution envisagée, en tout cas dans un premier temps, si on veut vraiment faire tourner Windows pour des raisons de développeur ou autre sur son Mac. C'est vers ça, a priori, qu'on irait, quoi. C'est très différent. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tourner... tu vas sans doute devoir faire tourner une émulation de processeur. Parce que la plupart des applications Windows ne sont pas compilées pour l'architecture ARM. Il existe une version de Windows pour cette architecture-là, mais elle n'est pas très utilisée, donc il n'y a pas de développeurs qui fournissent beaucoup d'applications là-dessus. Donc tu vas devoir faire tourner un émulateur du processeur, donc ça va être beaucoup plus lent. Tandis que pour Linux, tu vas installer... En fait,
une version de Linux qui a été compilée pour le processeur. Oui, et donc, tu auras la vitesse, la performance qui est bonne. Tu n'as pas à faire tourner d'émulation. Parlant d'émulation, ils en ont prévu une, évidemment, puisque toutes les applications ne vont pas être converties. Donc, même chose qu'à l'époque du passage de PowerPC vers Intel. Il y aura la technologie Rosetta, comme ils appellent ça, qui, au lancement d'une application Intel sur une puce Apple, va dire « Ok, je la transcris en puce, dans le format de la puce Apple, et je le fais tourner comme ça. » Là aussi, ils ont fait quelques démos qui étaient assez bluffantes, avec des logiciels qui sont plutôt demandeurs en performance et qui se comportaient très bien. On note également là-dessus que les grands éditeurs de logiciels comme Microsoft pour la suite Office, Adobe pour tout ce qui est Lightroom, Photoshop, etc., sont déjà en cours de portage et avaient déjà des démos, des bêtas à présenter. Donc, on ne s'attend pas à ce que sur les gros logiciels il y ait des problèmes. C'est plutôt généralement les petits softs qu'on aime bien, mais qui sont plus très maintenus, avec lesquels on a des problèmes. Et donc, généralement, dans ce genre de transition, il y a 2 ou 3 petits softs qu'on aimait bien, auxquels il faudrait pouvoir dire au revoir, cher utilitaire, tu m'as bien rendu service après 10 ans, je te laisse partir. Toujours en parlant de soft, et il y a un truc assez intéressant, c'est que du coup, ils vont également être capables de faire tourner des applications iOS. Et donc, tous les jeux iOS vont pouvoir tourner sur le Mac, vont devenir accessibles au Mac Store. Donc c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal ça. C'est un des bénéfices pour l'utilisateur, parce que il faut quand même être honnête. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie de changer de processeur, ils changent de processeur. Quel est le bénéfice pour l'utilisateur ? Est-ce qu'il va y avoir une meilleure performance ? Est-ce qu'il va y avoir un prix un peu plus bas ? Est-ce qu'on va y gagner quelque chose, nous, utilisateurs ? Un prix plus bas, shocking chez Apple. Shocking. Oui, en le disant, je me suis dit, oui. Ne pas être vexant, mais. Oui, non. Est-ce qu'il va moins augmenter ? Je pense que tu n'as pas bien compris de qui on est en train de parler. Est-ce qu'il va moins. Je recommence. Est-ce que le prix va moins augmenter ? Le point sur lequel l'élément qui est très clair et qui met en avant, c'est la puissance. Donc le fait de pouvoir. À une consommation d'énergie plus basse, donc essentiellement ça concerne les machines portables, pour une consommation d'énergie plus basse, pouvoir délivrer beaucoup plus de puissance de calcul. Et donc des applications qui vont réagir beaucoup plus vite, qui vont fonctionner beaucoup plus vite. Un deuxième élément qui est peut-être moins visible pour nous, mais qui est sans doute pas neutre, iOS, c'est macOS avec une couche d'interface différente. Il y a énormément d'éléments de macOS qui sont les mêmes. Donc pour Apple, maintenir iOS et macOS sur 2 architectures logicielles différentes. Excuse-moi. 2 architectures hardware différentes, ça coûte cher. Oui, et donc, sûr. Le fait de pouvoir basculer sur une seule architecture, ça veut dire qu'il y a du temps d'ingénieur en moins pour faire des petits tests, etc. Et donc, ça veut dire plus de fonctionnalités a priori dans nos applications. La maîtrise là, ils ont maintenant la maîtrise complète de leur écosystème, en fait. Si je comprends bien. Il y a peu de choses qui peuvent intervenir d'extérieur, parce que bon, on peut être mal pris avec Intel. Intel peut faire des erreurs. Ça s'est déjà vu. Il y a déjà eu des soucis avec des processeurs. Ici, ils ne peuvent, s'il y a un souci, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, en gros. Il semblerait que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils veulent basculer. Le fait que Intel a connu pas mal de déboires à une époque. Il semblerait qu'Apple remontait énormément de bugs sur les processeurs à Intel. Et ils ont dit, on commence à en avoir marre de ces guignols. On va faire mieux nous-mêmes. Mais je pense ils ont la maîtrise de leur environnement. Tu sais, c'est Alan Kay qui est un des... Apple Fellow, donc une des personnes qui, quelque part, sert à influencer un peu Apple, qui est un grand gourou, quelque part, derrière, disait que les gens qui aiment le logiciel fabriquent leur propre hardware. Parce que quand on a la maîtrise des deux, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment délivrer une bonne expérience utilisateur. Et c'est le type qui a inventé les notions d'interface utilisateur. Donc, je pense que voilà, il y a une certaine logique. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer, il y a plein d'éléments hardware sur lequel Apple n'investit pas. C'est très ciblé leurs investissements. Ils font pas d'écran, ils font pas de mémoire, ils font rien de tout ça. Ils font des investissements ciblés là où ils pensent qu'ils peuvent faire la différence. Oui, ils font pas de mémoire. Par contre, qu'est-ce qu'on la paye C'est pour ça que je te dis, quand tu penses que ça va être moins cher, je pense que tu n'as pas compris le concept de la mer. On va pas remettre le couvert, mais c'est vrai que c'est les tarifs sur la RAM chez Apple depuis toujours, c'est prohibitif, quoi. Les petites roulettes sont plus chères.
Oui, c'est ça, et les roulettes aussi, les râpes à fromage, patati patata. Voilà. Il y avait plein d'autres choses évidemment dans cette keynote. Mais on va pas, voilà, parce que sinon on va encore dire pro Apple, machin, etc. Mais il y avait plein de choses à en dire, et on va essayer de diluer ça durant tout l'été. Il y aura des choses à dire plus tard aussi. Je pense. Il y avait un nouveau macOS, il y avait un nouvel iOS, enfin il y avait toutes les annonces de cette nouvelle macOS qui justement préparait la transition. Voilà, donc évidemment, comme tu le disais très bien, c'est une keynote et c'est un rendez-vous qui intéresse au premier plan les développeurs, et on en prend un petit peu aussi pour notre grade. On voit un peu c'est une vision sur l'avenir, sur le devenir de la marque, donc, à une échéance d'1 an, 2 ans, 3 ans, ici presque 2 ans, 3 ans, quoi, en gros, avant de toucher. Ils ont annoncé que les premières machines vont sortir fin d'année, et puis 2 ans pour le renouvellement de la gamme. Oui. Il commence avec les Mac Mini d'ailleurs, je pense. Non, le Mac Mini, c'est la machine de dev. Oui, c'est la machine qu'ils ont donnée aux devs. Donc, il n'est pas impossible qu'ils commencent par les Mac Mini, mais ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. D'accord. Moi, je verrais bien un portable, parce que si tu réfléchis, c'est là où justement ils vont pouvoir faire la différence. Tu vois, s'ils sortent un portable qui rajoute, s'ils sortent une machine qui te rajoute 3 ou 4 heures d'autonomie, on va se dire waouh, quoi. Oui, c'est ça. Vraiment, Ah ben ça, c'est clair qu'un MacBook Air, avec toute la légèreté, je sais que tu as adopté le MacBook Air à un moment donné, tu rajoutes effectivement plus d'autonomie. Il y a pas longtemps. Tu rajoutes de l'autonomie, t'es tout fou, quoi. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. Si vous avez des questions justement ou des choses à apporter, n'hésitez pas à le faire dans le commentaire. Comme toujours, on vous lit. Il y a beaucoup de T, beaucoup de R dans ce titre. Je viens de me rendre compte. B comme batterie, quand l'autonomie restante devient un challenge. Aurélien, c'est un peu ta marotte, les batteries et les économies d'énergie et l'optimisation de tout ça, hein? Oui, il y a un article qui m'a vraiment bien plu sur les difficultés qu'ont les fabricants de véhicules électriques d'estimer de manière précise le kilomètre restant pour un véhicule électrique. Et ça, c'est vrai que c'est loin d'être évident. C'est beaucoup plus complexe que sur un véhicule thermique. Et donc, les constructeurs ont toujours ce problème de range anxiety qui fait que le conducteur, quand il voit dégringoler les kilomètres restants sur son compteur, il n'y a pas autant de points de recharge que de pompes encore actuellement en France au moins. Et du coup, il y a différentes stratégies. Alors, on va dire que sur les véhicules, on va dire d'entrée de gamme, électrique entrée de gamme, vous avez un compteur avec un niveau de kilomètres restant qui vaut ce qu'il vaut. À mon avis, il y a un coef de sécurité là-dessus assez fort. Et puis ensuite, il y a différents niveaux de qualité. Chez Tesla, vous avez un calcul exact un calcul de l'autonomie de la batterie ou de l'énergie qui reste dans la batterie, qui est fait avec un standard. Il y a 2 standards qui existent. Donc il y a un standard pour l'Europe et puis un standard pour l'US. Le nom m'échappe. Et en fait là, l'annonce vient de Ford et plutôt de Mustang, qui va sortir une très grosse voiture électrique en 2021 et qui présente une façon un peu différente d'estimer les kilomètres restants, puisqu'en fait le problème c'est que il y a beaucoup de paramètres qui peuvent soit faire augmenter l'autonomie ou faire décroître l'autonomie de manière importante. Vous prenez vous faites un trajet et vous changez de direction, vous avez le vent de face, tout d'un coup, votre autonomie va chuter de manière importante. D'un coup, vous prenez une grosse pluie, pareil, votre autonomie va décroître de manière importante. Une côte, par exemple. Et donc c'est là où Mustang se distingue en analysant vraiment tous les paramètres de vent, de température, de relief, de précipitation, et en fait va vous faire figurer sur l'écran de contrôle des pop-up qui vont vous permettre d'actualiser de manière très fréquente votre autonomie en fonction vraiment des conditions réelles de la route, et pas comme Tesla peut le faire des 25, des 50 ou des 10 derniers kilomètres
que vous avez parcouru. Donc en fait, c'est plus une prédiction qu'une moyenne sur du temps passé. Et donc, c'est à mon avis une bonne façon de procéder. Les tests vont être intéressants quand la voiture va sortir pour voir si on pallie à tous ces problèmes d'autonomie et de fin d'autonomie, parce que forcément... Donc on aurait en face de soi, quelque part, quelque chose qui est très très proche en fait de ce qu'on a sur les véhicules moteurs à explosion, qui calcule la consommation en fonction du débit de l'essence dans le carburateur, etc. Oui, sauf que le rendement d'un moteur thermique est très faible, du coup on se trompe très peu, puisque l'autonomie dépend beaucoup des pertes, et que les pertes sont très importantes. Donc, alors que voilà, avec... chaque wattheure qui est dans la batterie, il est précieux, et il perd pas sous forme de perte, il est directement utilisé par les roues. Donc si le véhicule rencontre du vent de face ou des conditions qui font qu'il va plus consommer, l'autonomie va beaucoup plus monter ou descendre en fonction de tout ça. Donc, oui, il suffit d'un coup d'accélérateur pour voir l'autonomie baisser drastiquement. On l'a vu il y a quelques années, on avait eu l'occasion avec Xavier, entre autres, de tester une Tesla, justement, une P90, si je ne dis pas de bêtises, et on l'avait constaté qu'effectivement les accélérations, on a envie quand même d'un petit peu titiller la pédale d'accélérateur, et on voyait automatiquement qu'on allait faire beaucoup moins de kilomètres si on continuait à jouer à ce petit jeu-là. Donc c'était automatique, on s'en rendait compte, mais c'était d'autant plus difficile à gérer, parce qu'effectivement, si tu te dis qu'il reste 40 kilomètres, on va dire, d'autonomie, et que tu dis je vais me dépêcher d'aller jusqu'à, pas à la pompe, mais jusqu'à la borne de recharge, si tu accélères, tu vas plus avoir que 20 km d'autonomie. Donc c'est pas une bonne idée, il vaut mieux la pousser à ce moment-là. T'as toutes les chances d'arriver à la borne au moment où tu en auras besoin. On sent que c'est un des enjeux des véhicules électriques, hein, clairement, Aurélien. Oui, et puis la gestion de tout ça, c'est soit au niveau du BMS, donc Battery Management System, soit au niveau du calculateur du véhicule. C'est des enjeux et des modèles mathématiques qui sont loin d'être simples, loin d'être faciles et universels, hein. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, et c'est vrai que c'est, d'un point de vue technique, c'est très intéressant. Et en plus, on parlait d'utilisateur là pour Apple, le ressenti utilisateur est très très important, parce que si vous plantez des clients parce que vous avez mal estimé ça, c'est tout de suite l'image de marque qui tombe, hein. On avait, effectivement, et on avait parlé il y a quelques mois, même peut-être une année facilement, je pense que c'était pas avec Benoît mais avec Bruno, on avait parlé d'un vélo électrique avec une espèce d'intelligence artificielle qui, en fonction de l'endroit où on se trouvait, par exemple dans une ville avec beaucoup de côtes, beaucoup de montées, etc., recalculait en permanence l'autonomie restante de batterie dans le vélo, dans la batterie du vélo, en fonction de son utilisation, en fait, et de l'endroit en plus où on était. Si on était au pied d'une côte, vous allez faire moins de kilomètres si vous montez cette côte. En gros, c'était ça l'idée. C'était un peu avant-gardiste. Je pense que c'était plus un effet d'annonce qu'un véritable projet technologique, mais ça va un peu dans le même esprit, quoi. On est un peu dans cet esprit-là. Je sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là-dessus, pas particulièrement. C'est très clair. C'est très clair, je trouve ça limpide. Oui, il est clair. Mais tu es clair aussi, Benoît. On va prendre de la hauteur, hein. On va avec Canon pour le coup, Canon qui se propulse dans l'espace. Exactement. Alors j'ai été un petit peu surpris de découvrir ça, mais figurez-vous que Canon fabrique des satellites, et je parle bien du même Canon qui fait des appareils photo, qui fait des systèmes de gestion documentaire et des imprimantes. Une boîte qu'on connaît bien. Et j'ai découvert donc qu'ils fabriquaient des satellites, et ils vont en envoyer à nouveau dans l'espace. Alors évidemment, des satellites qui font quoi? Des satellites qui font des photos, parce que c'est forcément la compétence de la marque. Donc l'idée, c'est d'avoir des images de la Terre avec une résolution d'1 mètre à peu près, donc des images assez précises. Je ne suis pas arrivé à comprendre très clairement quel était leur business model. On dirait qu'ils hésitent un petit peu entre deux business models. Un qui serait
peut-être qu'ils vont faire les deux, d'avoir une constellation de satellites qui leur permettrait comme ça de pouvoir obtenir des images et de les vendre, parce que ça se vend, les images de ce type-là, et un deuxième modèle qui serait de fabriquer des satellites qui seront ensuite destinés à être vendus comme on vend des appareils photo, quoi, quelque part. Ouais. Évidemment, pas au grand public, plutôt un environnement professionnel. Alors, c'est ce qu'on appelle un microsatellite parce qu'il ne fait que 67 kilos. Oui. Donc, il ne faut pas un trop gros lanceur pour le lancer. C'est rigolo parce que je lisais justement par rapport ceux qui ont l'image, qui nous regardent en vidéo ont évidemment les images, mais ceux qui n'ont pas l'image pourront cliquer sur le lien, je le rappelle, puisque toutes les sources des informations dont on parle dans les technos, vous les retrouvez dans lestechnos.be, on vous met tous les liens, etc. Donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil et on voit effectivement la forme, on dirait rien du tout, c'est un cube quoi, en gros. Mais alors la légende, ça m'a amusé, le système d'imagerie optique à l'intérieur du CESat 1B illustré est basé sur la conception EOS 5D Mark III de Canon. Ouais. Donc vous avez un petit bout de satellite, si vous avez un 5D, c'est le même type de technologie qui est envoyé dans l'espace. Donc on ne réinvente pas la roue en même temps, quoi. Ça fonctionne bien sur Terre, donc voilà. Et alors, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est une nouvelle forme de boîtier. Alors, elle est un peu plus encombrante que l'ancien. Oui, c'est ça. Un peu plus lourd. L'objectif n'est pas interchangeable. Non, c'est ça. En même temps, vas-y pour aller le changer, quoi. Mais ce qui est amusant, c'est que donc ici, c'est leur deuxième version, c'est pour ça qu'ils l'appellent 1B. La première version 1 de ce modèle était avec plus de composants qui n'étaient pas des composants Canon. Donc ici, ils ont retravaillé pour avoir un peu plus de composants Canon et ils travaillent sur un satellite 2. Donc ça, c'est le 1B, mais ils travaillent sur un 2 qui se veut vraiment très petit. Et les photos des maquettes, alors c'est vraiment assez incroyable. C'est un gros télé, mais des gros télés, mais enfin un gros télé Canon, quoi. Tu sais, ils ont ces gros machins qui sont des 500, des trucs pareils, là, qui sont assez... c'est pas plus gros que ça. Et donc ça peut quand même vraiment être un micro-satellite à ce moment-là, vraiment tout petit. Tout petit. C'est assez dingue, hein. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue. Finalement, c'est vrai que ces marques que l'on connaît souvent sous un prisme, c'est le cas de le dire, font plusieurs choses, font de l'imagerie médicale. Encore, je pense aussi Canon, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, si, ils font du médical maintenant, mais ils sont rentrés tard sur le marché du médical par rapport aux autres marques. Il y a de la concurrence oui, aussi. Quand tu visites l'exposition que Canon organise sur ces technos, c'est impressionnant. Donc, on est toujours quelque part autour d'une forme d'image ou de document, hein, mais il y a énormément à faire. Et si on réfléchit, en fait, c'est une démocratisation des photos aériennes. Hein. Il y a 30-40 ans, la photo aérienne à partir d'un avion se démocratisait. On pouvait commencer à se dire, tiens, je suis une municipalité, je veux gérer un petit peu mieux, donc je vais faire une campagne de photos. Et pour un prix qui devenait abordable pour une municipalité, on savait avoir comme ça une cartographie très précise de sa municipalité. Là où avant, il y avait que l'armée qui savait faire ça, on est sur une étape suivante. Hein, il y a quelques années. À l'époque, on pouvait commencer à faire de la photo aérienne comme ça dans ce genre de contexte. La photo satellite restait la place réservée de quelques grands acteurs. Et voilà, quelque part, le prix baisse et donc ça devient un petit peu plus accessible. J'ai l'impression, en plus, qu'il y a de la concurrence hein, sur ce segment-là. À mon avis, hein, ils sont quelques-uns à produire de l'image de qualité ou de moins bonne qualité. C'est selon les usages qu'on en a. Les images que l'on voit sur Google Maps, par exemple, par région, enfin en fonction de ce qu'ils veulent bien mettre comme argent. Je pense qu'ils investissent plus sur les grandes villes que sur les campagnes quand on regarde la qualité d'image de certaines campagnes belges ou françaises par exemple. Par contre, on peut avoir de bonnes surprises en utilisant un autre outil dans lequel on aura peut-être plus investi sur de la qualité d'image, même dans les campagnes, par exemple. Voilà. Oui. C'est parce que le lancement devient de moins en moins cher. Hein. Oui, aussi. L'ancien satellite, c'est de moins en moins cher. Et quand tu regardes les acteurs qui se positionnent sur le marché, les prix restent hors de nos bourses à toi et moi, mais sont nettement moins chers que ce que c'était il y a 20, 40, 50 ans. Ok, bon, écoute, on peut passer à la suite. On a pris un truc en plus. Hein, c'est de nouveau pour Benoît, pour le coup. Il est tout fou, Benoît. Mais ça va être super rapide, si juste pour dire
pour les auditeurs belges, les Français, vous ne vous sentez pas concernés, que Disney+ va arriver en Belgique le 15 septembre. Voilà. Parce que nous, on était dans la 3e vague du déploiement de Disney+, et donc la 3e vague qu'on avait annoncée pendant l'été, elle a pris un petit peu de retard. C'était pas prévu. Pas de vague. On va peut-être éviter de parler de vague. C'était prévu, je pense, de toute façon, qu'il y ait un petit retard pour la Belgique. Il y a toujours un petit peu de retard. Ils avaient annoncé l'été. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà. Septembre, c'est plus l'été. 15 septembre, c'est déjà plus l'été, effectivement. Donc, voilà, il va encore falloir un petit peu patienter pour nos auditeurs belges. Est-ce que c'est vraiment attendu ? Je ne sais pas si, Aurélien, toi, tu as accès tu t'es abonné ou pas ? Non, en tant que Français, j'ai accès, oui, mais je n'utilise pas ce genre de choses. Voilà. Non. Non. Surtout pas, non, on s'attend. Voilà, on attendra le 15 septembre à ce moment-là. C'était vraiment une brève de chez brève. Il n'y avait rien à rajouter de plus pour le coup. J'ai parlé de Disney+. C'est ce que c'est maintenant. Oui, voilà. C'est un gros catalogue. C'est un tout gros catalogue. Donc, parce que on dit Disney, on pense dessin animé, mais il n'y a pas que Disney derrière. On ne va pas revenir là-dessus. Ça va énerver tout le monde. On est déjà à la lettre F comme fact-checking, Aurélien. Google épingle les images trompeuses. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les sources. Ah oui, merci. Non, mais Google. Non, mais moi, tout ce qui fera que des internautes comme vous et moi soyons informés d'éventuelles fake news sur le net, moi je dis Bien et sûr. j'en parle. Parce que je trouve que c'est important de pas de casser les chaînes de transmission de ces informations. Oui. Donc là, oui, c'est Google qui annonce que tout ce qui est Google Images et Google Vidéo seront maintenant tagués lorsque il y aura une fake news ou que ce soit une photo de fake news. Et ils reprennent la fameuse photo lors des tornades à Houston. Aux États-Unis, il y avait eu des photos avec des requins dans les rues, donc qui était un montage évidemment. Et donc ils reprennent cet exemple-là et ils montrent que quand vous cliquerez, si vous tombez sur cette image-là dans Google Images, si vous cliquez sur cette image, vous verrez un tag en bas avec un article qui montre que c'est vraiment, c'est une fake news et un texte. Et donc tout ça, c'est relié à la base Claim Review, qui est donc une base sur laquelle on relève toutes les fake news. Et donc tout ça est en libre accès. Donc même si vous avez un site web qui héberge des images, on ne sait pas, vous pouvez avoir accès à ces données-là et utiliser les API pour taguer les images pour dire que c'est des fake news. D'accord. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt positif. Tout ce qui fera que on cassera ces fausses informations et les chaînes de transmission de ces informations. Moi, je suis plutôt partant. D'autant qu'ils ont, c'est marrant parce que ils vont faire automatiquement ce que quand on fait du fact-checking, on fait déjà à la main quelque part. C'est que quand on voit une photo liée à une information, ils ont un outil Google Photos qui n'est pas nouveau, mais qui permet de faire une recherche sur base d'un fichier photo et donc d'ainsi voir si cette photo, si déjà elle est dans le bon contexte, ou si elle a été détournée. Et on le voit assez rapidement. Je dis n'importe quoi, mais imaginons qu'on se serve d'une image d'une inondation il y a 5 ans pour dire regardez le réchauffement climatique, ça s'est passé hier, eh bien on le saura tout de suite. Mais il y a quelques manipulations à faire évidemment, et c'est un peu lourd, il faut vraiment avoir du temps pour ça, c'est du temps humain, et pour croiser l'information au plus près, au plus juste, et donc ici, si ça le fait automatiquement, c'est surtout du temps gagné, j'ai envie de dire, et d'ouvrir l'API à ceux qui ont des sites internet de partage de photos, par exemple, c'est encore plus malin parce que ça va permettre de vraiment couper en tout cas on espère, couper toutes les ficelles à ceux qui diffusent ce type d'image. Benoît a une opinion là-dessus, j'en suis sûr. Mais c'est comme le dit Aurélien, c'est une excellente nouvelle, parce que on peut
on peut être distrait, on peut se dire tiens, ça a l'air quand même un peu crédible ou je regarde pas. Je veux dire, le fact-checking que tu évoques, faut être motivé pour le faire. Hein. Oui, beaucoup mais de gens ne le font pas. Il suffit de voir ce qui se retweet ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu as plein de trucs qui passent. Souvent, ça part d'un doute, tu vois. Souvent, ça part d'un doute. Et donc, si t'as pas de doute, effectivement, là, tu risques de diffuser des fausses news. Et c'est comme ça qu'elle se diffuse, parce que elle vient de quelqu'un en qui t'as confiance, ou ça paraît être de confiance, etc. Donc, tu n'as pas de doute, tu partages. Ici, il y a quand même un petit virus du doute derrière qui fait que tu vas faire la petite démarche de dire tiens, est-ce que ça c'est bien vrai, est-ce que c'est bien justifié. Moi, je le fais régulièrement. Je veux dire que une fois sur deux, c'est une fake news, mais une fois sur deux aussi, c'est une vraie information. En tout cas, je n'arrive pas à retrouver une source plus ancienne que celle qui a été énoncée préalablement. Après, il y a toujours qu'est-ce qu'on va rajouter en dessous dans la légende. Voilà, donc ça je ne sais pas si Google va avoir tous les outils en main pour pouvoir non seulement sourcer l'image, mais en plus pouvoir dire est-ce que le contexte n'a pas été légèrement détourné ou est-ce que la légende qui est en dessous de la photo est cohérente. Je me rappellerai toujours d'un vieux livre de géographie qu'on m'avait montré, c'était il y a longtemps, c'était fin des années 70, début des années 80, et c'était un livre de l'époque soviétique, d'une photo d'un boulanger très connu à Bruxelles, une photo qui avait été prise un dimanche matin. Et donc devant cette boulangerie, il y avait toujours une file le dimanche matin, parce que tout le monde voulait avoir ses petits pains au chocolat, ou ses chocolatines, comme vous voulez. Et donc la légende en dessous, c'était les pays occidentaux meurent de faim. Comme quoi, voilà, les fake news ça date pas d'hier, mais on peut faire dire n'importe quoi. Une photo, voilà, parce que le contexte c'était bien Bruxelles, c'était bien tel endroit, etc. Voilà, mais ça va effectivement dans le bon sens. Oui, Aurélien. Et il y a un petit détail aussi dans l'article, ils disent que ça ne changera pas l'ordre d'apparition, le ranking des images dans Google Images. Donc D'accord. Du coup. Ça n'aura ni comme impact de pénaliser ces fake news, ni comme impact de les mettre en avant. Les images seront rangées comme si elles étaient... Voilà, c'est juste un tag en fait. Oui, mais en même temps, si tu ne tries que les images, tu risques aussi... Si tu discrimines ces photos, tu risques de discriminer les photos originales qui, elles, ne sont pas des fake news. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, j'imagine. Intéressant, à suivre, évidemment. Hein, faut voir comment ça va... On a un calendrier, on sait quand ça va être déployé ou c'est une question piège. Ça l'est ou c'est en passe de l'être. C'est en passe de l'être, donc ouvrons l'œil et le bon, effectivement. Ça risque d'être très intéressant déjà un petit peu le titiller, le challenger. J'aime encore bien ce genre de choses. F, comme, on va le dire comme ça, Fugaku. Je pense que c'est japonais, si je ne dis pas de bêtises, ce terme Fugaku. Et donc, on va parler d'un super ordinateur avec... le retour de la revanche de l'architecture ARM. Et je pense que tu peux le dire comme ça, effectivement. Ouais. Donc, Fugaku, c'est le nouveau supercalculateur du centre public, de l'Institut public de recherche japonais Riken. Riken étant le nom de l'Institut public de recherche. Et ils ont développé avec Fujitsu, qui est une société d'informatique bien connue, ils ont développé un nouveau supercalculateur qui développe 415 pétaflops. Ce qui bat le supercalculateur qui occupait la tête du classement jusqu'à présent, depuis 2 ans, qui était un supercalculateur d'IBM qui n'a que 150 pétaflops. Donc clairement, il n'y a pas photo, il gagne. Et il devra en gagner encore un petit peu plus dans pas longtemps, parce qu'il n'est pas au top de ses capacités, mais ils l'ont mis en service un petit peu plus tôt que prévu à cause de la crise du Covid-19, parce qu'ils voulaient faire un certain nombre de calculs pour suivre et prédire, faire des recherches médicales, etc. autour du Covid. Et donc, du coup, ils l'ont mis en service un petit peu plus tôt. Quand il sera complètement opérationnel, il va encore gagner un petit peu. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé la raison pour laquelle la news m'a interpellé, c'est qu'effectivement, c'est sur architecture ARM. Alors, c'est pas spécialement parce qu'Apple est passé sur ARM que ça m'a interpellé, c'est parce que c'est des processeurs qui, généralement, c'est une architecture qui a réputation d'être plutôt peu gourmande en énergie, mais pas très très puissante.
Donc j'ai trouvé intéressant de voir que si on peut en faire quelque chose de très puissant. C'est une question de combien on en met et comment on les connecte et comment on gère les choses. Parce que comme ce sont des processeurs qui a priori ont plutôt démarré leur vie dans l'embarqué, ils sont effectivement pas toujours au départ tous des foudres de guerre, mais je pense que cette réputation elle est de moins en moins justifiée. La marque a vraiment divisé son architecture hardware en toute une série de gammes qui visent plein de segments de marché, depuis des machines très économes en énergie avec peu de puissance jusqu'à et peut-être pas très chères, jusqu'à des machines qui sont des machines desktop qui sont tout à fait comparables à ce qu'on va trouver chez Intel. Oui. Il est là maintenant. Et donc je trouvais ça intéressant. Vas-y. Le calcul maintenant, il est là. C'est un rapport puissance-consommation quelque part. C'est l'aspect économique qui rentre en ligne de compte ou pas uniquement dans le déploiement d'une solution comme celle-là. Je pense que pour un supercalculateur, c'est pas cet aspect-là qui les intéresse. Ils ont plus fait le choix. Je sais pas pourquoi ils ont fait le choix de cette architecture hardware. Ça n'est pas expliqué, ou peut-être dans des articles en japonais. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu une explication. J'ai pas trouvé une explication là-dessus. Mais Aurélien voulait rajouter quelque chose. Oui, j'ai vu le doigt. Oui. Nous, on développe beaucoup de choses en embarqué et sur des petits micros ARM, pas gros, on en a partout autour de nous. On fait des traitements d'images, on fait des choses quand même très puissantes et on est capable donc de faire du traitement lourd rapidement et d'endormir toute ou partie du micro pour avoir des consommations de l'ordre de, je sais pas, quelques dizaines de microampères sur des batteries. Donc, vous en avez, mais partout autour de vous, ce type de système. Au niveau puissance de calcul, ça a beaucoup changé ces dernières années. Et on comprend bien que un des arguments, c'est aussi le fait que ça consomme peu d'énergie. Quand ça travaille pas, ça consomme très très peu en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. On parle de 7,3 millions de cœurs quand même dans cette. Oui, c'est pas une petite machine que tu vas mettre sur ton bureau. Mais j'ai trouvé en recherchant un peu la news un petit fait amusant que j'avais soit j'ai jamais su, soit je l'avais complètement oublié. Mais le ARM, en fait, ça vient d'une boîte anglaise qui s'appelait Acorn, et ça, je m'en souvenais très bien. Ah oui. C'est une boîte qui avait à l'époque, qui a fait les ordinateurs BBC, qui étaient des machines anglaises qui sont pas franchement arrivées chez nous, et puis qui devait développer une machine à processeur RISC, dont on avait beaucoup parlé dans la presse informatique à l'époque. Donc c'est l'Acorn, première machine RISC, etc. Et puis de cette puce-là, ils ont développé l'architecture ARM avec le méthode de commercialisation un petit peu originale. Ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, qui est-ce qui les a amenés à faire ça ? C'est Apple. Parce qu'à l'époque, ils développaient le Newton, et ils avaient besoin d'une puce qui avait des caractéristiques qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Ce qu'ils ont trouvé de plus proche, c'était la puce Acorn, et donc ils ont fait un joint venture à l'époque avec Acorn en disant « Ok, Acorn Apple, on se met ensemble, et on va concevoir une puce qui nous permettra de sortir le Newton ». Et c'est un peu marrant de voir par rapport à la news de tout à l'heure, quelque part la boucle se boucle. Oui, c'est assez impressionnant, effectivement. Alors, voilà, on a appris un truc et ça remet en avant effectivement cette architecture de processeur qui peut paraître pour certains un peu désuet parce qu'on le voit toujours effectivement dans des petites choses, mais il faut bien le faire aussi. Même les petites choses ont besoin d'être bien faites. Donc c'est une bonne chose aussi. Affaire à suivre. ARM, je veux dire, il va falloir garder un œil là-dessus. Ah, on va parler un peu photo, après Canon qui prend de la hauteur. C'est au tour de Panasonic de nous sortir un nouveau modèle, le Lumix G100. C'est rigolo parce que la dernière fois qu'on t'a vu, Benoît, c'était juste au moment de la sortie, ou en tout cas de l'annonce du nouveau Sony, qui était destiné à un public très particulier, très friand d'appareils d'un certain type, on va dire. Exactement, et après Sony, Panasonic se lance aussi sur le marché du vlogueur, donc les appareils photo qui se destinent aux gens qui font des vidéos pour YouTube, etc. Un petit peu comme nous, c'est un appareil photo spécialement conçu pour Marc. Oups, il va me faire la tête pendant tout le reste de la soirée. Non, parce que l'appareil est pas assez... C'est un
y a des éléments intéressants, mais il est peut-être pas assez sophistiqué pour notre ami Marc. Donc de quoi s'agit-il? C'est un petit boîtier relativement compact, relativement léger, sur une solution micro 4/3, donc avec objectif interchangeable et un capteur plus grand, 2 fois plus grand que ce qu'on avait sur le Sony. Le gros intérêt évidemment de l'objectif interchangeable, c'est qu'on peut se dire, ok, très bien, je vais par exemple pouvoir avoir l'objectif habituel que je vais utiliser pour la plupart de mes vidéos, mais mettre un objectif macro si je veux pouvoir, parce que je fais des vidéos sur du matériel, pouvoir comme ça zoomer, enfin aller voir de très proche un petit élément matériel. Globalement, le boîtier n'a pas grand-chose de remarquable à part sa cible. Ça veut dire évidemment qu'on a une très bonne articulation de l'écran qui permet de le voir. Donc on peut pouvoir retourner l'écran, se voir sur l'écran tout en se filmant, sans avoir de câble ou quoi que ce soit qui vient se mettre devant. Ça veut dire qu'on a un bon mode vidéo avec du Full HD ou de la 4K. Ils ont fait certains choix qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, la stabilisation, elle est uniquement sur l'optique plus une stabilisation électronique. Le problème d'une stabilisation électronique, c'est que ça recadre un petit peu l'image. Et donc, quand tu recadres l'image, tu pars un petit peu vers un télé. Et donc, quand tu prévois de te filmer à bout de bras, l'idée d'un recadrage et de ne prendre que comme tout l'ensemble de l'image, c'est un petit peu dommage. D'autant plus que le 4K chez Panasonic souvent se fait déjà par recadrage. Donc, quand tu veux te filmer en 4K, visiblement, tu as intérêt à avoir le bras long, mais très long. Oui, mais en même temps, quand on se filme en 4K, c'est pas pour l'utiliser l'image en 4K, c'est justement pour pouvoir recadrer après au montage, me semble-t-il. Raison de plus. Ouais, Si tu as déjà cadré très serré, tu as du mal à... Oui, tu recadres quoi sur ton œil? Oui, c'est ça. Ça devient compliqué. Donc, mais bon, maintenant, il faut être réaliste. La plupart du temps, je pense quand on fait ce genre de choses, on se filme en Full HD. Donc, c'est peut-être pas le principal problème. Comme sur Sony, ils ont installé 3 micros avec une technologie qu'ils ont empruntée à Nokia, avec la possibilité de dire je veux que le micro enregistre l'avant, l'arrière. Donc, si je suis face à la caméra, que je me filme, je vais mettre le micro vers l'avant. Si je suis derrière la caméra parce que je suis en train de filmer une manipulation, par exemple, je mets le micro sur l'arrière, ou un mode automatique qui va basculer en fonction de là où je me trouve dans l'image. Donc, il va essayer d'évaluer le sujet qu'on souhaite mettre en avant au point de vue sonore, oui. Un petit peu comme un autofocus fonctionne pour mettre en avant ce qu'on veut voir, et qui va comme ça venir sélectionner le bon élément. C'est malin, parce que combien de fois on n'a pas entendu, on voit ça souvent avec ceux qui font des vlogs, mais avec leur smartphone, où on les perd un peu quand ils tournent l'appareil vers ce qu'ils sont en train de montrer. Tiens, regardez, il y a ceci, et là, on les entend de loin. C'est un peu dommage, parce que le son est important, on le sait en vidéo, 80% de l'intérêt, c'est le son. Donc le perdre, c'est un peu dommage. Ici, c'est plutôt malin de la part des fabricants de s'intéresser à cette partie-là du concept également, quoi. Voilà, malheureusement, pas de sortie casque. Non. Je sais que tu vas me dire que ce public n'utilise pas une sortie casque, mais je trouve que c'est quand même dommage. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi personne ne prévoit un casque en Bluetooth. Oui, mais bref. C'est vrai. Ne serait-ce que parce que quand on s'est filmé, pouvoir vérifier si on a correctement enregistré oui, si on sous-module pas, si on surmodule pas, si on n'est pas dans de la saturation, etc. C'est vrai. Ou s'il y a un niveau de bruit acceptable, des choses comme ça. Mais ça impliquerait aussi du coup d'avoir un des écouteurs fermés qui te permettrait de pouvoir vraiment juger de la qualité du son à ce moment-là. C'est un choix, effectivement. Moi, j'ai toujours besoin de me rassurer, donc la sortie casque peut me manquer, mais à partir du moment, je pense, où tu as fait quelques tests, que tu as pris confiance dans l'appareil, tu es vraiment dans un mode où tu sors, tu allumes et tu y vas, quoi. Tu commences pas à faire des réglages, quoi, avec ce genre de matériel. J'ai l'impression. Ce que beaucoup de marques commencent à proposer, c'est de la sortie son sur l'USB-C, qui a l'avantage de ne prendre qu'un seul connecteur, qui n'est pas trop gros. Tu branches, tu peux t'en servir comme connecteur batterie, ou tu peux t'en servir pour récupérer le son. Mais malheureusement, c'est un peu ballot, ils sont en micro USB, donc tu peux oublier ça. Tu peux recharger par le micro USB, c'est juste. Tu ne vas pas pouvoir le son. Et ce qui est également un petit peu ballot, c'est qu'il y a une sortie HDMI, ce qui est plutôt sympa, mais elle ne sort pas le son.
Sinon, on aurait encore pu récupérer le son là-dessus. On ne sait pas. Bon. Dans les points qui sont un petit peu moins ballots, il y a une molette. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est-à-dire que tu as pour le contrôle de l'appareil, tu as un côté tactile qui fait que quand tu fais des changements de réglage rapides, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus efficace. Et ils ont visiblement monté un excellent écran pour la gamme de prix. C'est un écran avec une très bonne définition et un excellent viseur électronique également, là aussi avec une très bonne définition pour la gamme de prix, parce que le boîtier nu n'est pas hors de prix, c'est 649 €, 650 quoi. Le boîtier avec l'objectif kit de base, c'est 750, et pour 800 €, on l'a avec l'objectif et une poignée sur laquelle se trouve une petite télécommande. D'accord. Donc quand on le tient à bout de bras, on peut lancer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Moi, j'avais noté un truc rigolo, et quand je parlais de se rassurer quand on s'enregistre, c'est souvent le truc, c'est qu'eux, ils ont pensé à un petit détail, mais qui mérite d'exister, c'est que quand tu tournes l'écran vers toi, donc dans la position où on se filme soi-même, quand il est en mode d'enregistrement, il y a un liseré rouge qui s'affiche autour de l'écran. Donc c'est plutôt malin, ça permet de dire ok, j'enregistre vraiment, quoi. Je suis pas en train de me filmer sans m'enregistrer. L'air de rien, ça peut rassurer, parce que qui n'a pas commencé même en son, à commencer à enregistrer et a oublié de pousser sur le bouton d'enregistrement, ce qui est quand même assez ballot. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça qui peut prendre une certaine importance finalement à l'usage. Juste un petit détail, on l'a noté juste avant l'enregistrement, c'est que la source qu'on vous a mis en lien, et qu'on va laisser d'ailleurs en lien parce qu'elle est très complète, de cette news sur le site lestechno.be, parle de vlog, v-log, ce qui est totalement autre chose que le vlog. Il faut être très, très clair là-dessus. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me dis « Ah tiens, il a le vlog ». Le vlog, c'est un mode de compression, oui, quelque part, mais qui tient compte de toute la gamme de couleurs, de profondeur, etc., et qui n'est pas utilisable en tant que tel. Il faut après adapter des réglages pour faire exactement le réglage qu'on a envie de faire, mais on a toute l'information, on se retrouve dans le fichier, dans le log, en fait, c'est ça, je dis pas de bêtises. Et il a le vlog. Et il a le vlog en plus, oui, c'est ça qui est drôle. C'est assez comique, mais il a ce mode-là. Voilà. Okay. Alors, avec une sauvegarde en interne en 8 bits qui est un petit peu limitée, mais la possibilité de la sortir sur la sortie HDMI avec une pas résolution, l'autre. Bref. Oui. Suffisamment de bits que pour pouvoir faire un enregistrement où ça a un petit peu de sens. Donc, oui, là on a toute la plage dynamique qui est disponible dans le fichier, qui permet de faire des retouches, c'est fait pour, qui permet d'appliquer après des réglages colorimétriques plus précis en post-production. Ça fait partie du métier de la photo et de la vidéo aujourd'hui, ce genre de choses. Je pense qu'on a tout dit, ou pas? Oui, juste tant qu'on est en train de parler des micro 4 tiers. Pardon Aurélien, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Oui, Aurélien, t'as pu larguer sur la photo. Tant qu'on est en train de parler des micro 4 tiers, juste une petite news dans la foulée. Donc on sait qu'il y a deux marques en fait qui développent le micro 4 tiers, c'est Panasonic et Olympus. Et Olympus a annoncé qu'il revendait sa division photo hier. Donc la logique étant que le marché de la photo c'est très très contracté. Olympus perd de l'argent depuis plusieurs années, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de gagner, ils n'y arrivent pas. Donc ils se sont dit il est temps de passer la main à une structure plus légère qui va peut-être pouvoir être plus innovante, plus réactive face à un marché qui est en profond bouleversement. Et donc voilà, Olympus a revendu la gamme, espère pour la fin de l'année, ils ont un préaccord, revendre la gamme Pen, les TUF qui sont leur appareil photo pour les conditions un peu extrêmes. Tout bientôt. Là aussi, affaire à suivre, il faut voir à qui, parce que la marque ne va pas disparaître en tant que telle, c'est vraiment une division qui est revendue, une fois de plus, on ne sait pas à qui ça va appartenir, il faut voir vers quoi ils vont orienter du coup les produits, quelle va être la stratégie commerciale qui va sous-tendre ces produits-là. À suivre, comme on a l'habitude de dire, effectivement, c'était bien de le rappeler ici aussi. On est à la lettre R comme réseau. On parle de réseau 5G ici, Aurélien. On apprend que des drones vont être appelés à contrôler les antennes 5G. Oui. Alors, avant de commencer, je voulais faire un petit coup de gueule sur l'annonce de la semaine concernant la 5G en France.
le licenciement de quasiment toute la R&D, enfin une grosse partie de la R&D d'Alcatel-Lucent. Et des recherches donc c'était l'équipe R&D qui faisait le développement de la 5G pour Nokia. Voilà, je trouve toujours dommage que des entreprises françaises, européennes laissent tomber ces domaines où quand même il y a un peu de débouchés quand même, on en est sûr. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais c'est juste au moment où on apprend qu'en Belgique, me semble-t-il, on a écarté en gros les Chinois du dispositif 5G à venir. Ça court un peu, ça n'a pas été dit comme ça, hein, soyons très clairs, mais on comprend en lisant entre les lignes que les principaux pourvoyeurs de matériel 5G seraient de facto écartés lors des appels d'offres. Donc c'est un peu particulier, effectivement. Les stratégies... on ferait bien de commencer à penser un peu plus européen. C'est pas juste un mot et des bâtiments, quoi, et des drapeaux. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. La 5G, oui. La news. Donc la news, ça concerne Samsung, qui a fait une annonce cette semaine que j'ai trouvé très intéressante sur l'utilisation de drones pour aller orienter, donc on parle de l'angle des antennes, orienter la position au sens géométrie des antennes 5G à l'aide de drones. Donc en fait, au lieu de prendre des nacelles et de monter en haut des bâtiments à plusieurs, vous voyez, tout de suite, ça fait des moyens techniques à mettre en œuvre, des gens, de la sécurité, des dangers, des risques. Ils prennent un drone, ils le posent par terre, le drone monte là-haut, à côté de l'antenne, ils prennent des photos, ils transfèrent les photos, il y a un algorithme qui va faire les calculs d'angle de chaque antenne et qui va définir si l'antenne est bien ou mal mise, mal positionnée pour la 5G. Et donc cette opération-là qui aurait pris une demi-journée, le temps de sortir la nacelle et de mettre des gens dedans et les faire monter là-haut, ça c'est fait en 15 minutes. Donc gros effet d'annonce de Samsung. Et belle techno avec des drones, du traitement d'images. Il y a beaucoup de techno là derrière ça. Donc je trouvais la news intéressante et ils en profitent pour dire que la bataille avec Huawei est partie puisque 20% eux ils veulent équiper 20% du parc des antennes et des infrastructures 5G cette année, donc c'est voilà. Et puis de l'autre côté, on apprend que Alcatel-Lucent casse le social en France, quoi. C'est bizarre, c'est très spécial. C'est pas très explicable en même temps. Ça me demanderait peut-être de creuser un peu la question, mais il doit y avoir une raison. Il y en a toujours une, mais est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle est justifiée, ça c'est un autre débat évidemment. Mais c'est rigolo cette histoire de drone. En même temps, on voit que le drone professionnel a de l'avenir, alors que le drone de loisir, lui, n'en a presque plus. Quand on voit les contraintes liées au vol de drones, on se demande encore pourquoi des gens achètent des appareils à 700, voire plus d'euros. C'est juste génial, hein, cette technologie, je dis pas le contraire, mais je me suis un petit peu documenté ces derniers jours, et c'est hyper contraignant, et passer une licence, par exemple, que ce soit en classe 1 ou en classe 2, c'est vraiment très très contraignant, et donc voilà, c'est un domaine, à mon avis, qui dans l'avenir ne sera plus qui ne va plus concerner que les professionnels de la profession du pilotage de drone, en l'occurrence. Il y a des très beaux cas d'usage. Oui, c'est clair. Il n'y a pas que celui-là, on est un très bel exemple, mais il y en a d'autres. Oui, moi je vais parler il n'y a pas tellement longtemps. Les secours en mer, les incendies, maintenant, les pompiers, même dans des petites casernes, sont équipés de drones pour aller voir Suisse, ce qui se passe avant de sortir à la grande échelle. J'avais parlé du cas suisse qui est effectif, hein, qui fonctionne, où ils font de la livraison de médicaments de première urgence en montagne avec des drones, qui ont dû être même à un moment donné suspendus à cause d'un accident, et il y a eu enquête, etc. Et puis là, ils sont repartis. Et dans d'autres pays également, oui, le drone a de l'avenir, c'est clair. Je ne sais pas si on avait un petit truc à rajouter, Benoît? Non, là-dessus, le drone non plus? Non, je pense qu'effectivement,
Vous avez raison, hein, se oriente plus vers un marché pro maintenant, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes qui peuvent se développer là-dessus. Oui. Quand je dis que le drone de loisir n'a pas beaucoup d'avenir, ça dépend un peu quel type de pilotage de drone. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, dans un hors-série prochainement et sans doute durant l'été, parce qu'il y a des compétitions de vol de drone. Donc, comme il y a des compétitions d'aéromodélisme, de manière plus générale, dans le drone, ça existe aussi. Et donc là aussi, il y a un aspect qui existe en dehors de l'aspect, voilà, je vais utiliser mon drone pour faire des photos du jardin du voisin et de la voisine, par exemple. Oui, parce que c'est au-dessus d'un terrain privé, c'est 10 mètres. La haie ne fait pas 10 mètres. Bon, on était à la lettre S comme StyleGAN, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas, Aurélien. C'est une intelligence artificielle qui pourrait éventuellement se tromper, parce que voilà, elle n'est pas si intelligente que ça. Intelligence. Oui, on en parle beaucoup, donc il y a aussi des effets de bord. StyleGAN, c'est un algorithme qui sert notamment à créer les photos des faux profils Facebook ou je ne sais quoi, des réseaux sociaux, en fait, donc, qui est spécialisé dans les photos de nos jolis visages. Et en fait, là, il y a une intelligence artificielle qui part d'une photo très basse résolution, et le but, c'est d'en faire une photo haute résolution. Et là, je me suis dit, très intéressant, et à mon avis, ça pourrait servir pour... Enfin, j'ai tout de suite imaginé tout ce qui est vidéosurveillance, caméra de sécurité, voilà. Je me suis dit, ils récupèrent des images pas très bonnes, et puis ils arrivent à reconnaître des gens. Et donc, vous allez voir, c'est assez rigolo. Ils partent d'une image de Barack Obama, d'une très mauvaise qualité, il faut être clair, on a du mal à le reconnaître. On voit bien les pixels, on le reconnaît quand même, parce que voilà, je pense que, moi, quand j'ai vu les 5 pixels qui se battaient en duel, je me suis dit, tiens, ça c'est Obama, franchement. Ouais. Et par contre, le problème, c'est que le résultat, c'est un homme blanc. Ouais, c'est ça. C'est un peu gênant. Donc, donc le code de ces algorithmes-là sont maintenant publiés, et vous pouvez y avoir accès sur GitHub. Mais c'est vrai que c'est assez interpellant sur la façon dont l'intelligence artificielle, partant de peu de données, soyons clairs, on demande à un algorithme en lui fournissant peu de données de boucher des trous. Donc c'est vrai que c'est quand même complexe. Mais il y a un certain nombre de gens qui commencent à crier sur le fait que les chercheurs qui font ça sont essentiellement des caucasiens blancs, et que du coup l'algorithme aurait un biais et fournirait plus d'images blanches que d'images... C'est pas impossible, et ce serait un biais quelque part naturel, quasiment, j'ai envie de dire. Partant du principe que les développeurs sont tous de type caucasien. Maintenant, ce qui n'est pas naturel, c'est que tous les développeurs soient de type caucasien. Ça, c'est un autre problème. Mais quand on voit les photos qui sont partagées, on part d'un homme de couleur mais chauve, et puis ça arrive à un homme blanc mais blond. On arrive quand même. Là, c'est le grand écart, quoi. Voilà. Pareil avec une personne d'origine asiatique, manifestement, en tout cas aux yeux bridés. Le résultat ne donne pas ça derrière. C'est une européenne, Et ils partent même dans l'article, d'un emoji qui refait un Non, mais c'est là où moi ça me pose quand même des questions, parce que mettre en open, accessible à tout le monde du code qui est capable de faire ça, avec les biais. Alors certes, ils doivent mettre les warnings en disant attention, ce n'est que du traitement d'image à partir de. Il faut voir comment c'est entraîné et qui va s'en servir, pourquoi. Voilà, je suis un peu, interpellé par ce type d'intelligence artificielle. Est-ce que réellement l'intelligence artificielle apporte quelque chose dans ce domaine-là ?
En même temps, quand l'information, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais s'il n'y a pas l'information dans l'image, je ne sais pas comment l'intelligence artificielle va pouvoir l'inventer. À moins de croiser, comme on a toujours dit, les photos de chat, ça c'est un chat, et on montrait des photos de chat, et à un moment donné on montre une photo de chat floue, et il va en déduire que c'est un chat, ça je veux encore bien l'entendre, mais ici, recalculer une image, c'est de l'ordre du fantasme, quoi. C'est le genre de truc qu'on voit dans les films de temps en temps en disant, regardez, on ne sait pas lire la plaque, parce qu'elle est de biais et elle est floue, et puis on vous la redresse et on la rend nette. Non, ça n'existe pas, ça c'est juste pas possible. Les résultats qu'on voit là, oui, ça donne une photo nette. Le résultat, si on veut dire que ça marche, ça fait d'une photo floue une photo nette, mais le sujet n'est plus le même. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on mette une borne à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce que je trouve que parfois on les dépasse. Oui, c'est juste. Il n'y a pas que pour l'intelligence artificielle, c'est ça le problème. Le problème que tu lèves là, Aurélien, est un vrai problème, qui est le problème des billets. Je pense qu'on en a déjà parlé quelques fois dans les technos, d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'exemples comme ça, où, comme tu le soulignes, parce que de toute façon, les algorithmes sont développés dans des contextes bien spécifiques, des régions du monde bien spécifiques, par des populations bien spécifiques. On a des billets importants qui sont introduits dedans. Et c'est évidemment pas souhaitable, parce que mon Dieu, ici c'est plutôt amusant, c'est cocasse, on se dit bon, c'est pas très grave. Tu dis Marc, il aurait du mal à retrouver l'image. Je suis pas tellement d'accord avec toi. Ça veut simplement dire qu'on a entraîné l'algorithme, le moteur d'intelligence artificielle, on l'a entraîné avec des photos qui étaient très biaisées, un échantillon de photos très biaisé, et ça ici, c'est un peu amusant, c'est pas très grave, mais quand on voit combien l'informatique rentre dans nos vies, ces biais, ils peuvent être extrêmement gênants. Ah oui, bien sûr. Hein. Parce que tu peux... Quand tu regardes qu'on est obligé maintenant, dans de plus en plus de situations, d'interagir de façon électronique, tu te dis que derrière... tu vas retrouver le même genre de biais sur des contrôles, par exemple. Tu sais, c'est du contrôle au faciès. Hein. Oui, c'est le débat qui est actuellement en France et en Belgique sur comment les forces de l'ordre se comportent. Ça démarre sur le même genre de choses. Ça démarre sur le fait qu'on a une espèce de biais en se disant, si on a tel type de personne, c'est forcément plutôt ça. Si on a tel type de personne, c'est plutôt ça. Et quand on se dit que de plus en plus, on va avoir des sélections qui se font par des machines, ces biais sont quand même très, très, très inquiétants. Oui. Pensons, je pense par que exemple, Aurélien, tu as tout à fait raison de souligner ça. Une enquête sur base par exemple, d'images prises par une caméra de surveillance, par exemple, si on fait trop confiance à ce genre d'intelligence artificielle, ça peut conduire effectivement à des erreurs dramatiques, quoi. Parce que voilà, le monsieur à droite, quand on prend la photo d'Obama qui a été entre guillemets restituée de l'autre côté, si ça se trouve, il y a un sosie de ce résultat qui existe quelque part. Donc c'est embêtant. C'est juste pas normal, en fait. Oui, ça peut aussi entraîner une situation, par exemple, on présenterait pour de la reconnaissance faciale la photo basse résolution d'Obama, et la machine biaisée dirait c'est pas vous pouvez pas rentrer. Oui. Alors que si t'es blanc, elle va te laisser rentrer. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Je voulais rajouter un truc, Aurélien. Oui, non, mais quand on voit aussi que, comme le dit Benoît, cette intelligence artificielle, on veut nous la mettre à toutes les sauces dans l'embarqué. Oui. Enfin voilà. Demain, ça sera dans une caméra, ça tournera sur une petite puce ARM qui consommera rien, on sera tous contents d'annoncer la news, mais in fine, voilà. Pour être très clair avec ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu les photos dont on parle, c'est très important de le signaler quand même, on se base ici sur des photos qui ont été volontairement dégradées pour après les donner à l'intelligence artificielle pour les restituer. C'est pour ça que l'on sait que c'est Obama, c'est pour ça qu'on sait que c'est l'actrice Lucy Liu qui était une photo de cette actrice qui a été dégradée, donc floutée avec un joli flou gaussien et qu'on a renvoyé à l'intelligence artificielle, et que derrière c'est pas du tout l'actrice en question que l'on voit. Donc la machine, c'est clairement très trompée, on va dire ça comme ça, pour rester très gentil. Donc voilà, une fois de plus, hein, les liens sont dans notre site lestechno.be, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et vous rendre compte par vous-même de l'écart qu'il peut y avoir, du grand écart même qu'il peut y avoir entre la réalité et le résultat. Aurélien, tu voulais rajouter un truc ? Oui, on va nuancer quand même le propos en disant que l'article ne montre que les cas particuliers où ça marche pas. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de photos qu'on pourrait lui envoyer qui lui donnent une bonne... voilà, donc
Bon. On Oui, aime bien enfin, montrer les petites exceptions, mais là, en l'occurrence, je reviens sur ce que tu disais au début, c'est que justement, ces exceptions, c'est quoi ? C'est un homme de couleur, c'est une femme aux yeux bridés, c'est voilà, et c'est ça qui est choquant, parce que si ça ne fonctionne qu'avec l'homme blanc ou la femme blanche caucasienne ou caucasien, c'est pas normal. On en revient un peu au début, hein, mais voilà. C'est donc forcément, si les billets ne sont là que sur ce type de photos-là, c'est qu'il y a un vrai problème. Une fois de plus. Votre opinion, évidemment, est toujours la bienvenue. N'hésitez pas. Un truc qui m'inquiète quand même beaucoup là-dessus. Oui. C'est aussi, comme Aurélien vient de le dire, on va en faire une petite machine qu'on va mettre dans la main des gens, qui va amener à prendre des décisions, et on va se retrouver dans ces situations qu'on a sans doute déjà tous connues. On va face à n'importe qui pour faire un achat ou quoi que ce soit, et la personne vous dit « Non, monsieur, ce produit n'existe pas ». Si le produit existe, peut-être qu'il n'est pas référencé dans votre base, mais il existe. Non, monsieur, j'ai cherché dans ma base, ça n'existe pas. Et du coup, le dialogue s'arrête. Alors, c'est pas très grave, tu vas chez Amazon, tu achètes le produit. Mais là, si on est face à de la reconnaissance faciale, face à de la reconnaissance de visage, où on a ce genre de billets, tu peux vraiment avoir tu vois, le même comportement des gens qui ont une confiance aveugle en même temps dans la machine. Et le petit boîtier qu'on a sur soi, il te donne une information fausse. Et à côté de l'intelligence artificielle et la bêtise naturelle, qui fait qu'on ne se pose même plus la question de se dire « Est-ce que le boîtier a tort ?» On l'accepte sans poser de questions. Ça, c'est l'excès de confiance dans la technologie, ça, par contre. Oui, mais il est très, très, très présent. Hein. Oui, c'est vrai. Et pas spécialement dans notre audience, où on est un peu au courant de ça. Oui, mais prends l'exemple des systèmes de traduction automatique. On finit par avoir une confiance, là pour le coup, sourde, sur les résultats d'une traduction qui n'est pas nécessairement une interprétation qui est juste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est de plus en plus précis, les phrases sont de mieux en mieux construites. Tu traduis un truc qui est en chinois, tu le fais passer en français, tu dis que c'est du français correct. On n'est plus sur du petit nègre comme il y a quelques années. Quand j'ai petit nègre, c'est avec des guillemets évidemment. Voilà, et donc du coup, ça impose aussi de se dire ça doit être ça. C'est du bon français, bien parlé, etc. Voilà, et par contre, l'interprétation est peut-être complètement erronée, parce qu'il y a tellement de possibilités, surtout venant du chinois, tellement de nuances possibles que probablement que c'est pas la bonne interprétation. Donc voilà, on est sur le même type de confiance excessive en la technologie. Ça va peut-être un petit peu trop vite, mais pas assez vite. Tu vois ce que je veux dire ? Tout va vite, mais trop biaisé. Voilà, c'est ça. On a fait le tour de cette question, je pense. Je pense que on a bien fait. C'est ici donc que s'achève le 264e épisode des Technos. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à cliquer sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour avoir les notifications des prochaines publications, parce qu'il y en aura d'autres durant l'été, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à commenter cet épisode comme tous les autres d'ailleurs, et de laisser également des petits pouces vers le haut ou des étoiles sur les applications de podcast habituelles. Ça titille les algorithmes et ça nous permet de mieux se faire connaître. L'été, c'est toujours une période un petit peu particulière parce qu'on a envie d'être au soleil, on a envie de s'étendre sur le sable et beaucoup moins de se mettre des écouteurs dans les oreilles et d'écouter des podcasts. Malgré tout, faites un effort. On est là, autant que ça serve. Merci Benoît, merci Aurélien, passez un bel été tous les deux. Bien, on va se recroiser évidemment. Bonnes vacances à vous aussi si vous partez en vacances. Et quoi que vous fassiez en tout cas, faites-le bien. À très bientôt. Salut.